petite fille sur une photo en noir et blanc serrant dans ses bras une poupée. Une petite immigrée portugaise d'à peine 6 ans qui s'est vue tirer le portrait dans les allées d'un bidonville en région parisienne au milieu des années 60. Imaginez que cette petite fille, c'est vous, et que ce passé-là, vous l'aviez enfoui dans les tréfonds de votre mémoire. C'est l'histoire de Maria da Conceição Tina Melorado, mon invitée du jour. On les appelle immigrés, étrangers, migrants, réfugiés. Certains leur attribuent tous les maux de notre société. Souvent, ils sont des numéros, des dossiers, des quotas, des pourcentages, des graphiques, des statistiques, des problématiques. Ils sont venus d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes pour construire pour eux un avenir meilleur, pour construire cet autre pays. Aujourd'hui, ils aiment la France comme s'ils y étaient nés, mais à quel prix ? Tout l'été sur France Inter, je vous invite à mettre la lumière sur ces compagnons de galère anonymes, leur chemin tortueux et sacrificiel pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Les batailles menées, les obstacles franchis, les discriminations parfois aussi, dans une France qui a bien du mal à faire respecter l'égalité, mais où ils ont enfin trouvé leur place. Des parcours de combattants qui éclairent la France d'aujourd'hui, la France de demain. France Inter. Nassira El Moadem, parcours de combattant. Bonjour Maria. Bonjour Nassira. Je peux vous appeler Maria tout simplement ? Tout simplement, oui, Maria. Merci d'avoir accepté mon invitation pour dérouler ensemble le fil de votre parcours. Vous avez 63 ans, vous êtes né le 8 décembre 1958 à Vila Nova de Foz, au nord-est du pays, à une 50aine de kilomètres avec l'Espagne. Vous y avez vécu jusqu'à vos 6 ans. Quels souvenirs avez-vous gardé de ces premières années de votre enfance là-bas ? De très bons souvenirs. J'étais une petite fille qui jouait. Je me souviens de jouer dans la rue. Je me souviens de ma famille, de ma grand-mère qui était très très gentille, de mes amis. Que de bons souvenirs. Ça ressemblait à quoi, Vila Nova de Foz ? À l'époque, c'était une petite ville. Maintenant, c'est une plus grande ville. Mais c'était une petite ville. Il faisait beau. Il y avait le soleil, la chaleur. Il y avait les amis. C'est de ça que je me souviens. Votre père louait une carrière de pierre qui servait à la fois à soutenir les pieds des vignes et était vendue pour décorer les maisons jusqu'en Chine. Votre mère, elle, gérait le foyer et aidait vos grands-parents paternels agriculteurs dans les champs et dans l'élevage des vaches laitières. Vous ne viviez pas dans l'opulence, mais pas dans la pauvreté non plus. Vous avez 4 ans quand votre papa décide de partir pour la France. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il cherchait, votre père ? Mon père, il cherchait une vie différente. C'était un jeune qui avait de l'ambition et au début, il voulait partir en Afrique, à Angola, où on avait de la famille. Mais ancienne colonie portugaise. Mais il fallait avoir la permission de l'État pour partir. Et il a demandé et ça a été refusé. Parce que c'était la période du fascisme. Et mon père, même étant une personne qui avait fait seulement l'école primaire, voyait que les choses ne fonctionnaient pas bien au niveau du gouvernement. Donc il n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Donc il voulait avoir une vie différente. Il voulait que sa famille ait une vie différente. Oui. Comme il n'a pas pu aller en Angola, il a décidé de venir en France. Voilà, et il part jusqu'en France à pied. Oui. Vous étiez resté avec votre maman et votre frère chez vos grands-parents paternels. Vous aviez des nouvelles de lui à l'époque ? Mon papa écrivait de temps en temps, mais c'était pas suffisant pour ma mère. Elle voulait avoir plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'il racontait, votre papa, de son séjour en France ? De ce que ma mère, elle disait, le travail qu'il faisait, comment ça allait, les difficultés qu'il avait à apprendre la langue française, faire les courses, l'argent, tout était difficile au début, parce qu'il savait pas un mot. Mon père avait fait seulement l'école primaire, donc il savait lire et écrire, mais ma maman ne savait pas lire ni écrire. C'était difficile pour votre papa et pour tous les Portugais qui sont arrivés en France pour l'immigration. L'immigration portugaise en France de manière massive commence à la fin des années 50. Elle est surtout clandestine, c'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas avoir des passeports parce que la dictature de Salazar ne concède pas facilement des passeports. Et le seul choix qu'il leur reste, c'est de partir clandestinement en France, donc en utilisant des passeurs, en traversant des Pyrénées à pied, en étant parfois entassés dans des camions pour traverser l'Espagne et une partie de la France.
Et beaucoup de ces travailleurs vont en région parisienne, mais aussi en province, et beaucoup d'entre eux vivent dans des bidonvilles. Et le plus connu d'entre tous, c'est celui de Champigny-sur-Marne, où en 1964, il y a environ 14 000 personnes. Ces hommes viennent seuls, parce que c'est un voyage difficile physiquement, qui coûte extrêmement cher, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, bien évidemment. Et certains d'entre eux réussissent à faire venir leur épouse et leurs enfants au bout de quelques mois ou au bout de quelques années. Pas toujours de manière régulière, parce qu'en fait, les autorités françaises exigent que les hommes aient des bonnes conditions de logement pour accueillir leurs épouses et leurs enfants. Cette émigration au début des années 60, qui est surtout masculine, va se féminiser, se samarialiser tout au long des années 60 et surtout à la fin des années 60, quand les conditions de voyage et de traversée deviennent plus simples et beaucoup moins chères. Voilà, nous venons d'entendre Victor Pereira, historien, chercheur à l'Institut d'histoire contemporaine de l'Université Nova de Lisbonne, un des plus grands spécialistes franco-portugais de l'histoire de l'immigration portugaise en France. Vous, c'est la distance et l'impossibilité d'avoir des nouvelles du papa qui décide, votre mère, d'aller en France à son tour. Vous aviez 6 ans à l'époque, Maria. Qu'est-ce que ce moment a signifié pour vous? Je me souviens que ma maman m'avait dit qu'on allait rejoindre mon papa. Donc elle m'a expliqué qu'il fallait beaucoup marcher et que ça allait être difficile. Et moi, je voulais pas venir. Je voulais rester. Pourquoi? Parce que j'étais heureuse au Portugal et donc elle me présentait des moments qui allaient être difficiles. Ouais. Je sais pas ce que j'ai pensé, j'avais 6 ans, je me souviens pas beaucoup de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, vous ne vouliez pas partir. Je ne voulais pas, je voulais rester. Et aussi parce que ma grand-mère, elle disait, tu restes avec moi. Et elle disait à ma mère, n'emmène pas la petite, elle est trop petite, laisse-la avec moi. Et ma mère lui répondait, non, où je vais, mes enfants vont avec moi. Si je dois mourir, mes enfants mourront avec moi. C'est ce qu'elle a dit à votre grand-mère. Oui, je me souviens de ça. Waouh. Ou alors je me souviens parce que ma maman répétait souvent ça. Elle Voilà. vous l'a raconté. Elle nous Est-ce que votre père était au courant de votre démarche, Non. de l'exil Mais qu'avait c'est ça. décidé votre mère? Le problème, c'est que mon père ne savait pas qu'on venait. Et pourquoi elle lui a caché ça? Elle et ma grand-mère, donc la maman à mon papa, ne lui a rien dit non plus. Pourquoi? Parce que elle savait que si elle lui disait, il aurait pas voulu qu'on vienne. Parce que lui aussi, il est venu à pied. Il savait. Il savait ce que nous, on allait passer. Et justement, Voilà, vous partez mon papa, également il à savait pied, pas. Voilà. avec votre mère Voilà. et votre frère. Comment le voyage s'est concrètement déroulé? Qu'est-ce qui vous a marqué durant ce voyage? Je me souviens un peu de ce qui s'est passé. Il y a des moments qui m'ont beaucoup marqué. J'imagine. Je me souviens que ma maman, elle me disait, comme je voulais pas venir, elle me disait, quand tu arrives, on va t'acheter une poupée. Et ça a été une chose qui m'a donné envie de partir. Il y avait un Pourquoi? objectif. Voilà, c'était un trésor, une poupée à l'époque. Donc j'avais 6 ans, c'était en 1964 et c'était donc un trésor. Donc j'ai voulu partir. Et je me souviens de certains moments du voyage. De quel moment précisément vous vous souvenez? Le moment qui m'a le plus touchée, c'est quand on traversait les Pyrénées à pied. On le faisait toujours la nuit par des petits chemins très étroits. Le passeur disait, il faut pas regarder en arrière, il faut toujours avancer, même si quelqu'un reste, vous continuez. Et je me souviens du cri d'un monsieur qui est tombé. Et un ça, monsieur qui également partait. qui venait avec nous parce qu'on Dans le était à groupe. peu près 40 dans le groupe. Et je me souviens du cri et c'est une chose que je me souviens encore. C'est le cri qui je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu ce monsieur? Donc je sais pas. C'est une des choses que je me souviens. Vous êtes resté en contact avec certains du groupe? Des gens de ma ville, parce qu'il y avait une autre dame qui est venue aussi avec nous, qui ramenait un bébé toujours dans les bras. Wow. Et aujourd'hui, il est professeur de musique Wow. dans les îles des Açores. Il est de ma ville, donc on continue très amis. Et un monsieur plus âgé, et on continue aussi très amis avec toute la famille, bien sûr. Votre mère avait un petit papier dans la main, je crois, où était indiquée l'adresse de votre père, sauf que l'adresse n'était pas la bonne. Non, l'adresse était la bonne. Ah, l'adresse était la Seulement, bonne. le passeur nous a emmenés dans une mauvaise adresse. Il nous a dit, il a dit à ma mère, votre mari habite là-bas dans cette maison. Et c'était pas vrai. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a été frappé à une porte. C'est un monsieur qui nous a ouvert. On a eu beaucoup de chance parce que c'était un Portugais. Ma mère a raconté
d'où on venait, ce qui s'était passé, et le monsieur est resté bouche bée. Il était là. Comment c'est possible? Il nous a fait rentrer, il nous a donné à manger. Et alors, ces Donc, retrouvailles avec votre père? Ce monsieur nous a emmenés en fin de journée voir notre père avec l'adresse que ma mère avait dans le petit bout de papier. Et c'est là, donc, la tante, on frappe, est-ce que je vais voir mon père? C'est un autre monsieur qui a ouvert la porte, c'était pas mon père. Puis tout d'un coup, je vois mon père au fond. Mon père nous voit. Il est resté aussi, c'est pas possible. Il était très heureux de nous voir, mais après, quand on s'est assis, voilà, c'était très triste parce que on racontait ce qu'on avait vécu et lui, il était très triste. Mais il habitait dans un foyer, c'était seulement des hommes, on pouvait pas rester. Et il dit, qu'est-ce que je vais faire? On peut pas rester ici. Et on y reviendra justement voilà. Dans les conditions de votre installation avec votre père et les retrouvailles de toute la famille. France Inter, parcours de combattant, Nassira El Moadem. Nous sommes toujours avec vous, Maria da Conceição Tina Melorado, qui en a traversé des routes pour arriver jusqu'en France à l'âge de 6 ans, après un long voyage de plusieurs jours avec votre mère et votre frère. Maria, avant d'y arriver, est-ce que vous vous étiez imaginé ce qu'était la France? Comment vous la représentiez quand vous étiez enfant? Non, pas du tout. J'avais 6 ans, j'avais qu'une seule réalité, c'était le petit village, la ville où j'habitais. Donc je ne m'imaginais pas comment c'était la France. Donc ça a été un choc quand j'ai vu. Il y avait des maisons quand je suis arrivée. Et un autre choc aussi, c'est celui-ci. J'imagine que ce bruit de rat qui couine vous rappelle bien des souvenirs à votre arrivée en région parisienne. C'est une phobie que j'ai. J'arrive vraiment pas à contrôler. Et c'est même pas seulement en France, hein, c'était aussi pendant le voyage. Donc quand on était couchés tous ensemble, il y avait les souris qui passaient. Et ça me faisait trop peur. Et oui. Quand je suis arrivée en France, donc on a été vivre dans les bidonvilles, il y avait plein de souris énormes. Et puis les gens ils parlaient, cette nuit il y a une souris qui a passé sur je sais pas qui et qui lui a mangé l'oreille. Ils disaient des choses comme ça. J'étais enfant, donc ça me faisait trop peur ça. Et... Votre père, qui était devenu plâtrier en France, habite donc ce fameux foyer d'hommes où vous l'avez retrouvé à votre arrivée en France, mais impossible d'y vivre en famille. Alors, il fait construire un baraquement dans le bidonville de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Hormis les chicotements des souris, quel souvenir vous gardez de cette habitation de fortune ? C'était très bien, hein. J'ai été une enfant très heureuse. Malgré tout. Malgré tout. J'étais très heureuse parce que mon père et ma mère, c'était un couple qui s'aimait beaucoup. Donc, j'étais dans une famille qui nous protégeait à moi et à mon frère et qui nous donnait beaucoup d'amour. Et leur objectif, c'était qu'on soit bien. Les amis de mon père, ils ont dit, quand il a été les voir, il dit, ma femme est venue, les enfants sont venus, je sais pas où aller avec eux. Ils ont dit, il y a pas de souci, il y avait cette solidarité entre eux. On va construire une baraque ici et tu viens vivre ici. Donc, je me souviens de la baraque. On n'avait pas de toilette, bien sûr, c'était à l'extérieur, c'était commun, c'était pour quelques baraques qui étaient là. Et on avait une petite entrée que c'était la salle à manger, la salle de séjour, et c'était dans un petit coin la cuisine, c'était un petit espace. Et après il y avait une autre division qui était séparée par deux rideaux, un rideau d'un côté et un rideau de l'autre avec un petit couloir. Donc c'était la chambre de mes parents et la chambre à moi et mon frère, on dormait ensemble. On jouait dehors, c'était très bien, hein, même avec la boue. Mais on était heureux, on jouait. Il y avait plein d'amis. Et les habitants du bidonville dans lequel vous viviez aussi, venaient d'où ? Certains de ma ville, d'autres parties du Portugal, mais on se protégeait. Tout le monde protégeait les enfants. Votre situation se stabilise, vous étiez rentré illégalement en France, on l'a vu, et vous obtenez vos papiers. Tous les ans, pour les vacances d'été, vous rentrez au Portugal, ce qui vous remplit de joie à chaque fois. Vos parents font tout pour quitter le bidonville et achètent un petit appartement à Aubervilliers. Et c'est une vie très solidaire avec les voisins qui commence à se dessiner.
C'est ça. Et ma mère, elle avait déjà les documents ici parce qu'elle travaillait. Elle a travaillé au Jambon Français à Pantin. On avait une maison. Mes parents avaient un emploi, donc ils sont rentrés au Portugal pour les vacances. Ouais. Ils ont été à Porto, au consulat, pour qu'on puisse nous donner les passeports. Donc on a eu le droit au passeport. Et ça faisait qu'on venait 1 mois par an. C'était bien sûr le mois d'août où tous les immigrants, ou presque tous les immigrants, ceux qui pouvaient, y allaient. Ça ressemblait à quoi votre voyage, retour du côté portugais pour les vacances? Vous vous souvenez? C'était la joie, c'était... En voiture? Non, en train. Mon papa ne conduisait pas, n'avait pas de voiture, donc c'était toujours en train. Et le train, donc j'ai aussi beaucoup de souvenirs parce que tout le monde essayait de rentrer dans le train. Il y avait du monde partout, dans les couloirs, les valises, même dans les petites toilettes qu'il y avait. C'était très compliqué. Après, je me souviens, on mettait des habits pas les meilleurs parce que on allait se salir dans le voyage. Mais suffisamment quand même pour marquer le coup. Ah oui, et surtout parce que ma mère, elle achetait les beaux habits pour amener dans notre ville. Oui, pour parce montrer, qu'il fallait bien se présenter. Bien se présenter et montrer qu'on avait une bonne vie ici en France. Et de notre part, c'est vrai, la vie était pas mal. Mais vous vivez très mal d'être loin du Portugal en France et vous avez beaucoup de mal à faire votre place dans ce nouveau pays, surtout à l'école primaire. Vous travaillez bien. Vous avez de bons résultats à l'école, à Aubervilliers, mais ça ne se passe pas bien avec l'institutrice qui s'en prend à vous. Maintenant, quand je regarde en arrière, je me souviens que ses attitudes n'étaient pas les meilleures envers moi. Il y avait toujours des petits mots. Je me souviens surtout, je mangeais à la cantine, et je me souviens surtout un jour que le repas c'était des épinards. Et moi, j'étais pas habituée à manger des épinards. Et je voulais pas manger, j'étais là, je traînais. Et la façon comme elle a réagi, elle parlait avec les autres institutrices, ça m'a fait beaucoup de mal. Donc, c'est ça aussi. Elle disait de vous la petite portugaise, mais d'une façon péjorative. Ça vous touchait, ça? Ça me touchait, oui. Je sentais que j'étais pas comme les autres. J'étais pas une Française. Donc là, je vois que vraiment, il y avait un peu de racisme à l'époque. Un peu ou beaucoup, je sais pas, mais c'est l'idée que j'ai. C'est comme ça que vous l'aviez vécu? C'est comme ça que je l'ai vécu. Et je me souviens qu'il y a eu un moment, on m'avait posé une question comme ça, j'y avais même pas pensé. Ça m'a fait tellement mal, c'est là que j'ai compris le motif par lequel j'ai voulu partir. C'était quoi la question? On m'avait dit, qu'est-ce qui vous a marqué à l'école primaire? Et c'est là quand j'ai pensé à cette maîtresse, ça m'a fait tellement mal, j'ai eu trop mal à la tête. On a dû arrêter l'interview parce que vraiment, ça m'a fait vraiment très mal. Et j'ai compris que c'est à cause d'elle que j'ai voulu partir. Et pas seulement, hein. J'étais très heureuse quand je rentrais au Portugal. Vous étiez tellement mal qu'à l'été de vos 12 ans, alors que vous êtes en vacances au Portugal, vous demandez à vos parents de rester vivre auprès de vos grands-parents. Oui, c'est vrai. Et mes parents ont accepté. Donc, je suis restée au Portugal avec mes grands-parents. Ça, c'est quand même assez incroyable que vos parents acceptent finalement que vous restiez et que eux retournent en France. Et eux, ils sont retournés parce que ils ont dit, on va rentrer aussi. Donc, ils sont retournés, mais avec une condition. Vendre l'appartement qu'ils avaient, vendre les choses qu'ils avaient et retourner aussi au Portugal. Parce que eux aussi, ils avaient saudade. C'est un mot portugais. C'est pas nostalgie. C'est saudade. Il n'y a pas de traduction. C'est quoi? C'est un peu de tristesse, un peu de nostalgie. Un peu de nostalgie, mais voilà, on peut avoir saudade d'une personne, d'un plat, d'une musique, d'un espace. C'est un mot très spécial. Donc mes parents avaient saudade aussi du Portugal. Donc ils ont dit d'accord, tu restes et nous on revient dans 1 an. Vous restez au Portugal, vos parents retournent en France, travaillent un peu, vendent l'appartement d'Aubervilliers et reviennent vivre également auprès de vous au Portugal. Et c'est le début de votre deuxième vie portugaise. Passo os meus dias em longas filas. C'est vous qui avez choisi cette chanson, Maria da Conceição Andorinhas, signée Ana Moura, un très joli titre de cette chanteuse de fado contemporain, un peu rythmé, Ana Moura. Pourquoi cette chanteuse et pourquoi cette chanson précisément? Je pense que c'est les nouveaux chanteurs
J'aurais pu choisir Amalia Rodriguez, par exemple, d'autres chanteurs plus âgés, mais je pense qu'il faut continuer à écouter les chanteurs plus âgés, mais aussi commencer à regarder le futur, montrer aux jeunes que il n'y a pas que Amalia Rodriguez. Il y a de très bonnes musiques, on a de très bons musiciens maintenant au Portugal, et les jeunes, il faut qu'ils connaissent, parce que comme j'ai travaillé avec la jeunesse, avec les jeunes, j'étais prof, j'ai vu qu'ils connaissaient pas beaucoup la musique qu'on passe maintenant, qu'il y a au Portugal. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent la musique de leurs grands-parents, et parfois ils aiment pas trop. Et quand ils découvrent la musique actuelle, ils sont enchantés. Je vais bien vous croire parce que c'est absolument magnifique. En revenant au Portugal, c'est la réalité qui prend le dessus. Vous aviez passé 6 ans, toute l'école primaire en France. À votre retour chez vous au Portugal, vous ne saviez ni lire ni écrire en portugais. À quel point le quotidien a été difficile pour la jeune fille que vous étiez? Ça a été un peu difficile parce que comme vous dites, je ne savais ni lire ni écrire et je parlais très mal le portugais. Donc, et mes parents ne savaient pas trop comment faire. Donc, ils ont été à l'école primaire, ils ont expliqué la situation et on lui a dit d'accord, elle vient, elle va faire l'école primaire ici. Il y avait d'autres cas comme vous? Non, non. Donc j'étais la seule. Ça a été difficile parce que j'étais un peu plus âgée que mes collègues. Ceux qui avaient 12 ans étaient déjà au collège. Et donc j'étais avec des plus jeunes. Au Portugal, l'école primaire, elle a 4 années seulement. Donc j'ai fait la première, deuxième année jusqu'à décembre, troisième et quatrième année jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai fait toute l'école primaire. 4 ans? 4 ans en une année, voilà. Et après, j'ai continué, j'ai fait le collège, j'ai fait le parcours normal, et voilà. Vos parents ouvrent un café-restaurant, vous poursuivez vos études, mais c'est toujours la dictature salazariste qui est au pouvoir au Portugal. Ça ressemblait à quoi la vie d'une ado sous ce régime autoritaire? Je savais pas beaucoup de ce qui se passait dans la politique parce qu'on n'en parlait pas. Mais On ne parlait pas de ça? Non, c'était interdit. Sinon, ils seraient mis en prison. Il y avait la PIDE. C'était une police qui contrôlait ceux qui parlaient mal du gouvernement. Donc, après, ils étaient mis en prison. Ceux qui savaient exactement ce qui se passait, ceux qui connaissaient un peu ce qui se passait au Portugal, ils en parlaient en cachette. Et moi, je me souviens que j'en entendais parler, on pouvait même pas écouter certaines musiques, on pouvait pas lire certains livres, mais j'ai un oncle qui est 4 ans plus âgé que moi, le frère le plus jeune de mon père, qui était étudiant et qui en parlait avec ses collègues. Et moi, qui commençais à grandir, j'écoutais parfois, donc je commençais à m'intéresser un peu à ça. Et ça a été un moment très heureux pour nous, pour moi aussi, bien sûr, quand on a eu la révolution des œillets. Grandola Vila Morena. Ça, c'est la chanson symbole de la révolution des œillets. Zeca Afonso. Et c'est une chanson qui continue, très actuelle. Parce que on aurait pensé que les choses seraient devenues meilleures. Bien sûr qu'elles sont devenues meilleures, mais on a beaucoup de problèmes actuellement au Portugal, comme partout, un peu partout. Et c'est dommage que les gens oublient un peu ce que nos anciens ont vécu. C'était Grando, la Vila Morena de Zeca Afonso. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Portugal. Dans un communiqué publié ce matin à 11h à Lisbonne, le commandement du mouvement des forces armées, c'est-à-dire des putschistes, annonce qu'il contrôle presque entièrement la situation et que le ministre de l'armée est entré en pourparlers avec les rebelles. Et également qu'un gouvernement provisoire a été formé qui restera en fonction, disent les putschistes, jusqu'à l'organisation d'élections libres. C'est quoi la liberté pour un Portugais? Nous savons rien sur la liberté. Nous savons rien. La liberté n'existe pas. Devant le ministère de la Défense, siège de la junte, la foule ne cesse de défiler. Voilà les archives de l'INA, de cette fameuse révolution des œillets du 25 avril 1974. C'est assez frappant ce qu'on a entendu. La liberté pour nous, on n'en sait rien, on ne sait pas ce que c'est. Vous aviez 16 ans à l'époque. Vous vous souvenez précisément où est-ce que vous étiez ce jour-là? Oui, j'avais 16 ans.
j'étais à Vilanova de Foscou, où je faisais mes études. Et quand on s'est réveillé le matin, on a eu cette bonne nouvelle. Les soldats avaient pris le pouvoir à Lisbonne. La radio avait été contrôlée et on avait la liberté d'expression, liberté de lire ce qu'on voulait lire, d'écouter ce qu'on voulait écouter. Ça change tout. Hein. Le droit à l'éducation, le droit à la santé. Ça a commencé petit à petit, mais vraiment ça a été un virage pour le peuple portugais. Après vos études et malgré tout ce qui s'était passé avec cette fameuse institutrice de l'école primaire d'Aubervilliers, malgré les difficultés que vous aviez vécues, vous devenez professeur de français à Coimbra. Pourquoi ? Qu'est-ce que le français représentait à vos yeux ? Ma formation, c'est portugais-français. C'était les études romaniques à l'époque. Parce que le français a toujours eu une place très importante dans ma vie. Et les idéaux de la France, la devise de liberté, égalité, fraternité, a toujours été présente dans ma vie. Jusqu'à maintenant. Bientôt j'aurai 64 ans et c'est ma devise de vie. Liberté, égalité et fraternité. Donc le fait d'être venu en France, même si je suis restée que 6 ans, ça m'a beaucoup marqué parce que la France m'a beaucoup touchée. Ça a été un pays qui a reçu mes parents, qui les a bien reçus. Et j'ai commencé à apprendre l'histoire française et j'ai vu que vraiment la France c'était le pays des Lumières, on dit comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc j'ai fait mes études et j'ai toujours regardé la France avec un autre regard, avec mon cœur. Et un jour, en 2014, un de vos amis fait des recherches sur Internet sur l'immigration portugaise en France, notamment les familles arrivées dans les bidonvilles comme la vôtre. Il tombe sur une photo en noir et blanc d'une petite fille qui tenait dans ses bras une poupée et un gâteau. Cette photo, elle est signée Gérald Blancourt, un photographe haïtien qui avait intitulé le cliché « La petite immigrée portugaise ». Et c'était vous. C'était moi. C'est un ami de Vilanova de Foscou qui est immigrant en Suisse et qui un jour a mis cette photo sur Facebook. Et il m'a dit, cette petite fille, c'est toi. Et moi, je me dis, c'est moi? Oh là là, c'est moi. Ma maman, elle habitait avec moi. Je lui ai montré la photo. Je dis, maman, c'est moi? Elle me dit, oui, c'est toi. Elle me dit, t'es tellement mignonne. Et je dis, bon, elle aime tellement la photo qu'elle dit que c'est moi. Est-ce que c'est moi? Elle voulait absolument que ça soit moi. Et mais vous n'y croyez pas? Et pourquoi? Parce que la date qu'il y avait sous la photo ne correspondait pas à l'époque que c'était. Et c'est pour ça que j'ai eu des doutes. Mais en même temps, je savais que c'était moi. Et vous contactez le photographe? Oui, il s'appelle Gérald Blancourt, donc j'ai envoyé un email. Il m'a tout de suite répondu. On a échangé des emails à cause de la date. Il a dit c'est moi qui me suis trompée. Et après il m'a raconté comment ça s'est passé avec cette photo. Il avait dit que c'était la dernière photo qu'il pouvait prendre. Et il a prise. De la pellicule. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Parce que moi je me souviens pas. Et donc après, je suis venue en France, on s'est rencontrés. Et ça a fait émerger en fait une partie de votre vie que vous aviez un peu oubliée. Oui, j'avais pas oublié, mais j'en parlais pas. Pourquoi? Vous savez, parce que je disais que j'avais été immigrante, mais je ne parlais pas des bidonvilles. Pourquoi? J'avais un peu honte. Il faut être honnête. Si je suis honnête, je peux dire que j'avais un peu honte. Parce que maintenant, vous regardez la photo, vous trouvez, oh, qu'elle est mignonne, la petite fille. Mais à l'époque, quand j'avais 18 ans, quand j'ai été à Coimbra, si j'aurais dit à mes amis que j'avais vécu au bidonville, si j'aurais montré cette photo, si j'aurais eu cette photo à l'époque, elles auraient vu, c'était les bidonvilles, la boue et tout ça. Elles auraient pas regardé la petite fille. Cette expérience vous fait ressentir le besoin de vous reconnecter à votre histoire française. Vous décidez de rester en France après avoir rencontré le photographe Gérald Blancourt. Votre mari vous y encourage, lui qui pourtant n'était pas un immigré comme vous et qui ne connaissait pas grand-chose de cette histoire-là. Et vous allez visiter les lieux de votre enfance, tel un pèlerinage, notamment le fameux appartement d'Aubervilliers et le bidonville, ou en tout cas ce qu'il en reste. Quelle émotion vous ressentez à ce moment-là? À ce moment-là, ça a été très difficile. J'ai voulu le faire toute seule. J'avais des amis ici en France qui me disaient « Je vais avec toi, quand tu iras, je vais avec toi ». Je dis non, il faut que je le fasse toute seule. Donc j'ai été toute seule. Et quand je savais pas où c'était, j'avais même pas GPS. Maintenant, il y a GPS, mais j'ai essayé de me souvenir. J'ai demandé le chemin, donc j'ai retrouvé l'appartement où j'étais. Et alors? J'ai été heureuse. Mais
J'ai commencé à pleurer toute seule dans la rue. Je pleurais. J'étais très émotionnée. Je regardais le café où mon papa était. Ça a été difficile, mais c'est passé. Mais ça a été très bon. Après, donc, je suis passée dans les rues, j'ai marché calmement. J'ai dit au revoir. Je dis peut-être je reviendrai un jour, mais peut-être pas. Mais ça y est, c'est une chose que je devais faire et que j'ai fait. Pendant 5 ans, vous devenez assistante d'éducation au lycée Gustave Monod d'Anguien-les-Bains, faute d'être autorisée à enseigner, ce qui était pourtant votre métier, l'enseignement. Le samedi, vous donnez des cours de portugais dans une association. Est-ce que ce retour vous a réconcilié avec la France, avec cette partie de la France, celle que vous aviez tant cherché à quitter quand vous étiez enfant ? Oui, j'avais besoin de faire ça. Donc, je prenais n'importe quel emploi. Donc, j'étais prof, mais pour moi, c'était bien. C'était bien. Et puis, c'était une chose qui était très bien. C'est parce que je pouvais rentrer au Portugal, où il y avait mon mari et mes enfants, toutes les 7 semaines. Je passais 15 jours au Portugal. Je suis partie toutes les vacances. Et même quand c'était l'anniversaire de mes enfants, j'étais toujours présente. Donc, j'ai pris l'avion plusieurs fois. C'était plus le train comme avant, c'était l'avion. Et voilà. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis fait beaucoup d'amis, de vrais amis. Et donc, même aujourd'hui, je suis là chez une amie qui travaille encore au lycée, Isabelle. D'ailleurs, c'est elle que j'ai eu au téléphone la première fois quand j'ai cherché à vous joindre. Et c'est elle qui m'a accompagnée là, elle est avec moi. Et en 2019, vous retournez définitivement au Portugal, apaisé de vous être réconcilié avec une partie de vous-même. France Inter, parcours de combattant, Nassira El Moadem. Nous sommes toujours en votre compagnie, Maria da Conceição. Je suis très très heureuse de vous avoir avec moi en plateau pour dérouler avec vous le fil de votre parcours de combattante de Portugal vers la France et de la France vers le Portugal. Vous êtes donc désormais toujours au Portugal où vous habitez. Vous avez 3 enfants, vous avez également 3 petits-enfants. J'imagine qu'à tout ce petit monde, vous leur parlez de votre histoire en France. Quelles questions ils vous posent sur votre passé ? Mes enfants, au début, ils savaient que j'avais été immigrante, mais j'avais pas tout raconté. On n'avait pas besoin, ils étaient jeunes, on n'en parlait pas beaucoup. C'est avec l'histoire de la photo de Gérald de Blancourt que c'est venu au-dessus, et là, j'ai raconté, bien sûr, sans aucun problème. Mais j'ai dû faire un grand travail sur moi pour montrer à tout le monde et pour en parler comme j'en parle aujourd'hui. Pourquoi un travail sur vous ? Parce que c'était difficile c'est très émouvant pour moi de parler de ça encore. On l'a ressenti, bien sûr. Et ça fait longtemps que j'en parle, mais il y a des moments où ça me touche encore beaucoup. Et moi, je pense qu'il faut montrer aux plus jeunes ce que leurs parents, leurs grands-parents ont vécu, parce qu'ils ont été des héros. Gérald de Blancourt, le fameux photographe haïtien, est mort en 2018. Vous aviez gardé un peu un lien avec lui ? Oui, beaucoup. Il est même venu au Portugal chez moi. Moi, je suis venue ici en France. Je continue à parler avec sa femme, Isabelle Blancourt, qui est une journaliste aussi. C'est un photographe très important pour la documentation de l'immigration portugaise en France. Oui. Et c'est lui qui m'a encouragée aussi à écrire mon histoire. Il y a une personne qui vous connaît très bien. Une amie, justement. Elle s'appelle Cristina Passas, une amie qui vous est chère, qui connaît bien votre histoire, pour être elle aussi une fille de l'immigration portugaise retournée au pays comme vous, et qui a voulu vous dire quelques mots. Et quels mots ? Écoutez. Bonjour à tous. C'est un privilège pour moi pouvoir parler un petit peu de toi et pouvoir dire au monde entier que tu es une femme merveilleuse, tu es un exemple de mère, tu es un exemple de femme, tu es un exemple de résilience et courage. Tu as toujours eu la capacité d'aider les amis quand des fois tu avais même tes propres problèmes. Et cette solidarité, c'est pas commun. Pour moi, tu es la vraie entrepreneur parce que l'entrepreneur, c'est pas seulement celui qui a une idée, qui a une entreprise. C'est celui qui a la capacité de reprendre une vie, de se refaire à des nouveaux chemins. Pour moi, tu es beaucoup plus, mais beaucoup plus qu'une photo d'une petite fille avec une poupée. Pour moi, tu es un trésor que l'univers m'a offert et j'espère pouvoir le garder le reste de ma vie. Et je voudrais, pour terminer, te dire simplement que je t'aime beaucoup. Christine.
Bon, je suis tout autant émue que vous. Ces mots sont magnifiques. Et elle vous dit, vous êtes plus que la petite photo. Oui. Plus que la fille sur la petite photo. Bien sûr, je suis la petite fille de la photo parce que il y a beaucoup de petites filles comme moi, de petits enfants comme moi qui ont vécu ce que j'ai vécu. Donc c'est pour ça aussi que ça me dérange pas de parler parce que eux, ils peuvent pas le dire. Ils peuvent pas raconter leur histoire parce que personne ne leur demande. En relation à Christina, c'est une amie que je connais il y a pas beaucoup d'années. Mais je sais pas, on est devenus de grandes amies et nos idées sont semblables. Donc, elle aussi, c'est une personne merveilleuse qui est toujours là pour aider le proche, qui est toujours là pour dire un petit mot quand on en a besoin. Et quel mot elle vous a dit aujourd'hui? Et voilà, oui, c'est ça. Je suis très, très, très émue et je la remercie de ses paroles. Depuis 2019, vous êtes donc de nouveau retourné au Portugal, désormais à la retraite. Malgré ce retour dans votre pays natal, et c'est ma dernière question, Maria, qu'est-ce qu'il y a de plus français chez vous? Là, c'est une question difficile, hein. Il y a le sentiment de l'égalité, de la fraternité. La fraternité, c'est un mot très, très important. Et la France, c'est ça. Quand je parle de France, je vois la fraternité que j'ai reçue des Français. Un merci très chaleureux, Maria da Conceição, d'avoir accepté de venir vous confier sur votre intense histoire franco-portugaise, portugo-française, de nous avoir ramené des années en arrière dans ce bidonville de Saint-Denis où votre visage d'enfant a été immortalisé à jamais, jusqu'à Coimbra au Portugal où vous êtes retourné. On vous souhaite de beaux projets d'écriture pour continuer à raconter votre histoire de l'immigration. Je crois que vous êtes sur un projet de livre pour enfants, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bonne chance pour ça. Merci également à Mao de Butler à la programmation, Fanny Cohen-Moreau à la réalisation, Henri Bérec à la technique et Valentine Chedebois pour la programmation musicale de cette émission. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, même heure, 15h, même antenne, pour une rencontre avec un nouveau parcours de combattant.